Donc Pascal Roquet, donc moi je suis professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et puis je suis actuellement directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle Formation et apprentissage professionnel, en sciences de l'éducation et de la formation. Moi, je suis sociologue de formation. J'ai travaillé sur les identités professionnelles et puis je suis rentré dans le monde de la formation professionnelle par mes différentes fonctions au sein de l'Université de Lille, de l'Université de Montpellier. J'étais notamment directeur de la formation continue de l'Université de Montpellier. Et sur le plan de mes recherches, j'ai travaillé plus particulièrement sur la construction des identités professionnelles, les processus de professionnalisation dans différentes activités, et puis depuis plus récemment, je ris un peu, ça fait quand même 10-15 ans, sur les formes de temporalité en formation d'adultes. Et donc, j'ai développé ce champ dans mon laboratoire au CNAM. Bonjour à toutes et à tous, je suis Chiara Biasine, je suis, en français on peut le dire Biasin, mais c'est bien, Biasine ou Biasin, c'est bien. Et je suis professeure à l'Université de Padoue dans le département de philosophie, sociologie, pédagogie et psychologie. Moi, je suis dans la partie de la pédagogie et je suis aussi directeur de l'école doctorale de l'Université de Padoue en sciences pédagogiques de l'éducation et de la formation. Mes intérêts de recherche portent sur l'éducation et la formation d'adultes, les transitions dans le cours de vie de l'adulte et l'apprentissage informel et non formel. Dans des projets plus récents, j'approfondis les sujets de la vulnérabilité dans les domaines de la vie adulte, en particulier dans la situation de travail et dans la vie sociale. C'est tout. Merci. Donc, on va pouvoir débuter. Nous avons un PowerPoint. Alors, donc, j'ai l'honneur de nous allons faire un duo, voilà, sur un travail que nous avons réalisé, je pense que ça fait plus de 2 ans, sur un projet de publication dans la revue Recherche Éducation. Alors, logiquement, ça doit être publié, je pense, ce mois-ci, dans, sur un dossier sur la question des continuités, des discontinuités, des temporalités dans les sphères éducatives, formatives et professionnelles. Alors, je pense que vous connaissez un peu le processus, mais dans ce cas-là, nous faisons oui, tu peux revenir sur l'introduction. Voilà. Parce que, non, c'est la précédente. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, nous avons donc, oui, c'est ça, il y a 2 ans, fait un appel à contribution dans cette revue pour essayer de questionner, de problématiser les enjeux temporels en formation d'adultes. Bon, vous savez cela, hein, notamment avec l'ensemble des sessions. Il y a beaucoup de travaux, hein, mais beaucoup de travaux, pas des écoles de pensée un peu différentes, mais ce que nous avons essayé de mettre, je dirais, en valeur, c'est les transformations qu'on peut trouver dans les activités éducatives. Alors, les activités éducatives, ça peut être je dirais, des activités aussi d'accompagnement, hein, dans l'éducation, de formation, et puis des activités qui se transforment aussi, hein, dans les changements de métier, notamment ce que nous appelons les processus de professionnalisation. Donc, l'exposé se fonde sur la publication d'un dossier, hein, que nous avons coordonné, 11 articles, et puis une analyse, en fait. C'est ça aussi un peu la- le plus, c'est de faire l'analyse de l'ensemble de ces articles, hein. Après, on peut discuter, bien entendu, des variables que nous avons utilisées. Et ce que nous allons donc vous proposer dans cet exposé, c'est à la fois comment nous avons travaillé ces questions, comment nous avons essayé de les problématiser autour des articulations, mais surtout des tensions
entre ce que l'on peut appeler des temporalités de longue durée, alors des temporalités qui sont souvent, quand on regarde un peu les auteurs, je dirais, considérées de façon un peu positive, c'est-à-dire c'est la construction. Hein. Que ce soit du côté des historiens, des psychologues, des sociologues, on voit ça. Puis des temporalités de courte durée, qui seraient plus liées aux urgences, je dirais, des organisations, à la recherche de performativité, qui serait plutôt parfois, alors, quand je dis négative, c'est faux aussi, parce que c'est aussi positif, hein, parce qu'on demande des résultats, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la performance. Et donc, ce que nous avons tenté, c'est de voir à travers à la fois le parcours de l'individu et les institutions, alors les modes d'organisation aussi d'institutions, comment se construisent et comment se transforment les processus formatifs et les processus de professionnalisation. Alors, je ne fais pas de différence pour l'instant, mais il y a une différence entre formation et professionnalisation, mais c'est plutôt, je dirais, nous l'avons vu sur le registre de la formation professionnelle avec une visée, je dirais, soit de reconversion professionnelle, soit de nouvel emploi. Ce qui rejoint donc le troisième paragraphe, ce que vous voyez, l'idée du développement professionnel, hein, ou d'un processus de formation où l'on verrait que je dirais, l'hétérogénéité des durées temporelles, donc à la fois sous la forme de continuité. Comment, par exemple, la question, est-ce qu'on peut encore se construire une carrière, hein, dans nos sociétés contemporaines, et comment? Et de discontinuité, c'est-à-dire c'est aussi ces questions de mobilité, de changement. Hein, comment on peut voir cela dans les parcours, les trajectoires individuelles et les trajectoires institutionnelles? Nous faisons toujours le lien entre ce qui est de l'ordre de l'individu et ce qui est de l'ordre de l'institution à travers des jonctions de temporalité ou même parfois des distorsions. Je vais prendre la diapo suivante pour vous situer. Oui, la question de la continuité, de la discontinuité. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de disciplines qui travaillent ces questions, notamment les philosophes. Mais nous sommes appuyés sur une conception ou une approche de la formation des adultes. Alors, bien sûr, je ne suis pas le seul, hein. C'est Gaston de Pineau qui avait introduit notamment cette question, entre la synchronie et la diachronie. C'est-à-dire, et là, les historiens, notamment Koselleck, ont travaillé de façon assez approfondie. On peut voir la continuité comme une forme de schéma diachronique unilinéaire, hein, une sorte d'évolution, hein, qui est liée aussi à nos progrès dans nos sociétés. Mais lorsqu'on regarde un petit peu d'une autre manière du côté de la synchronie, on voit bien que les diachronies peuvent être complètement différentes dans une même situation. Alors, nous n'avons pas encore de modèle théorique sur ces questions en formation des adultes, mais c'est intéressant de se poser la question comment synchronie, si il y a des modèles théoriques qui s'appuient, mais un modèle qui puisse expliquer la question des continuités et des discontinuités. Voilà un petit peu notre projet de départ intellectuel. Donc, dans ce dossier, ce que nous avons essayé de voir, d'appeler par les contributions, c'est d'abord de repérer les formes de continuité, de discontinuité, hein, que ce soit dans les formes de transition professionnelle, dans les métiers, que ce soit dans les questions d'engagement dans la formation, sur un plan aussi, on dirait un peu francophone, puisque nous avons des contributions qui sont à la fois françaises, suisses et québécoises. Bon, on n'est pas allé ailleurs, mais j'espère une autre fois, ce sera possible. Et comment on peut travailler ces questions dans le champ social, éducatif et professionnel. Hein, par exemple, les métiers de la médiation. Bon, de toute façon, Kala va revenir un peu sur ces questions à travers les articles, mais c'est vraiment essayer de comprendre, de repérer ces croisements. Et deuxième aspect d'objectif, essayer de comprendre les espaces de tension qui existent entre ces deux formes de continuité et de discontinuité. Alors, soit il y avait une ouverture, hein, je dirais, sur les questions de professionnalisation. Comment on devient professionnel? Qu'est-ce qui change lorsqu'on devient professionnel? Est-ce qu'on peut appeler aussi les constructions identitaires, c'est-à-dire comment on peut se transformer professionnellement, comment on peut changer, comment on peut évoluer dans son métier ou changer. Et ce qui est important aussi, c'est de voir ce qui peut changer je dirais, dans le contenu même des métiers
comment ces changements touchent l'identité professionnelle. Alors voilà, alors ça c'était une introduction un peu longue, mais pour vous préciser un peu le cadre, nous avons travaillé à deux, et ce que nous vous proposons, c'est de revenir un peu sur le cadre théorique de référence. Comment ensuite nous avons travaillé après évaluation de ces articles, hein, j'ai oublié de dire, donc nous sommes dans une revue dite mais scientifique, avec évaluation reconnue par les institutions, notamment le CRS, donc avec des évaluations. Comment nous avons ensuite abordé, analysé ces articles. Ensuite, nous vous présenterons une sorte des résultats, hein, par rapport au contenu même, hein, de ces articles. Et puis, nous finirons par une petite conclusion sur la question je veux dire, des continuités, des discontinuités. Alors, je peux peut-être démarrer, voilà. Bon, alors, vous avez eu une série, voilà, donc je ne vais pas peut-être revenir dans le détail sur les questions théoriques, mais c'est quand même important de situer la question des enjeux temporels dans nos sociétés. Dans nos sociétés. Il y a beaucoup d'approches disciplinaires, notamment historiques. Là, j'ai oublié de mettre philosophiques aussi, psychologiques, sociologiques, autour des questions de ce que Grossin appelait l'écologie temporelle. Voilà, comment notre société peut se construire dans ce temps. Et puis les travaux, notamment des sociologues, sur l'articulation ou les questions qui se posent autour des temporalités institutionnelles, hein, et puis les temporalités biographiques. La question, est-ce que le temps de l'individu et le temps de l'institution sont identiques ou pas? Toutes ces questions ont été vraiment très, très développées. Donc, ce que je veux dire, quand on aborde la question des enjeux temporels, on est vraiment devant un kaléidoscope avec plein d'entrées possibles, hein, avec aussi des soucis, pas des soucis je dirais, de référence, des soucis d'application. Comment on peut travailler ça sur nos processus, notamment sur ce que moi j'appelle les activités éducatives, formatives et professionnelles. Donc, Philippe Mauban et d'autres ont travaillé sur ces questions, moi-même aussi. Et moi, je pars plutôt du point de vue, après, bien sûr, ça se discute, hein, de ce qu'on appelle les temporalités vécues, l'expérience vécue, hein, des temporalités. On pourrait se dire aussi que les expériences, le temps est extérieur à l'individu. C'est une autre position aussi. Là, ce n'est pas ma position. Donc, c'est de partir de cette expérience temporelle et de voir comment, de plus en plus, alors j'ai vu ça dans l'ensemble de mes travaux sur les activités professionnelles, notamment à travers celles des kinésithérapeutes ou encore des éducateurs spécialisés, d'une forme de tension, de frottement entre des temporalités qui pourraient être des formes liées à des formes de construction stabilisées, par exemple des modèles professionnels, des modèles de métier, hein, des modèles aussi de formation, et puis des temps courts qui seraient beaucoup plus situés dans la situation du moment présent et qui demanderaient un ajustement, notamment en termes, par exemple, je vois de plus en plus de compétences à développer dans des situations. Et ces deux formes seraient parfois et souvent, je trouve, en conflictualité parce que elles demandent aussi des formes d'identité un peu différentes. Voilà. Alors, sur des modes d'approche possibles. Alors, c'est bien comme on a travaillé samedi et dimanche. Je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche. J'ai eu cette réflexion en me disant, bon, si on prend par exemple deux auteurs de base sur la question de la durée, comme Bergson et Bachelard, et qu'on questionne la question de la durée, on voit bien que le passé, le présent et le futur, notamment, se distinguent par à la fois l'écoulement de la durée, hein, on trouve ça chez Bergson, une forme de continuité, et puis celle des instants
Ensuite, il y a aussi, je sais, Michel a travaillé sur ces questions, sur les moments, voilà, de le faire, sur les formes de continuité, une série d'instants qui pourraient aussi définir la discontinuité. Et donc, ce que plutôt on peut appeler l'alternance rythmique. Et par rapport à cette première mode d'approche qui pourrait essayer de définir continuité et discontinuité dans la durée, si on voit une approche alors plus ancienne peut-être, plus sociologique, celle de Gurvitch sur le temps, mais il y a d'autres auteurs, hein, je n'ai cité que quelques auteurs, le temps en trompe-l'œil, c'est-à-dire que derrière une apparence de continuité, et on voit ça aussi dans les parcours individuels, on reviendra là-dessus, il y a des surprises, des ruptures entre le présent et le passé, et ces ruptures amènent des discontinuités dans le rythme ou encore dans les formes de temporalité. Alors, je raccroche ça à un penseur que je pense que vous connaissez, Armut Rosa, que nous avons invité au laboratoire, notamment fin l'année dernière, sur l'idée de brisure de temps entre passé et nouveau futur. Alors lui, il va beaucoup plus loin, il n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée du discute bien entendu, pardon, une thèse là-dessus, sur le temps long et le temps court, mais il dit qu'en fait, on serait beaucoup plus, je dirais, dans un cadre paradigmatique où on passerait de motifs d'instant à instant, il n'emploie pas le terme instant à instant, mais de motifs brefs à motifs brefs. Voilà. Et donc, que l'idée du temps long et du temps court ne serait plus tout à fait d'actualité. Ce que je ne partage pas comme idée, parce que je pense que nous sommes toujours confrontés à cela peut-être dans ce modèle de transition, voilà, de conception temporelle. Alors ça, je raccroche cette réflexion à des auteurs en formation d'adultes qui ont vraiment travaillé sur les conceptions temporelles. Actuellement, je fais un article avec Jean-Pierre Boutinet et c'est très intéressant de revenir sur les sources. Donc Pinot, bon, Le Sourd, OK, à la Dave Jones, etc. Voilà, donc il y a beaucoup, je dirais, de réflexion en formation d'adultes sur ces tensions, ces formes je dirais, temporelles qui peuvent exister dans les dynamiques. Alors, juste quelques exemples pour vous donner. Je dirais, on peut toujours trouver, par exemple, l'idée du temps programmatique de l'institution, le temps programme qu'on peut trouver. Le temps d'alternance, c'est encore autre chose. C'est les rythmes qui seraient plutôt liés à ce temps d'alternance. Les temporalités biographiques, beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus. Comment on pourrait les questionner aussi sur ces activités. Le temps des cycles de vie, voilà. Bon, et puis, je pense qu'il y a toujours deux temps qui se questionnent. C'est le temps surtout en formation d'adulte, le temps de l'auto-formation. Voilà, comment on peut aborder cette temporalité. Et puis, une temporalité qui vraiment se développe en formation. Alors moi, la temporalité du distanciel peut-être, je ne sais pas, mais autour des questions notamment de numérisation ou du numérique plus exactement, et comment le distanciel transforme aussi nos rapports aux espaces et au temps. Voilà un peu nos questions. Donc, c'est vrai que quand on analyse un petit peu, notamment, bon, quand on regarde, mais Chiara va revenir un peu sur ces questions, on voit bien qu'il y a dans les institutions une sorte d'accélération des processus de normativité. C'est-à-dire, pour devenir un bon professionnel, il faut répondre à des délais, des calendriers, des limites temporelles, notamment. C'est ma sonnette, si vous entendez. Voilà. C'est bon, c'est le facteur ou la factrice, mais tant pis. Et je dirais l'effet également, c'est la production de processus de désynchronisation entre ces modèles normatifs qui demandent de la rapidité, de la réponse, et puis toujours ces questions je dirais, de réalisation aussi je dirais, d'identité, au sens large, c'est-à-dire vers l'autonomisation individuelle et l'affirmation de projets de réalisation de soi. Donc, on voit bien qu'il y a des décalages, des tensions, qui participent à la construction de ces parcours identitaires,
alors soit dans la formation, soit dans le domaine professionnel. Et dans ces périodes et dans ces parcours, on voit bien les périodes de continuité, les périodes de rupture. Alors, moi, je fais toujours une petite distinction entre discontinuité et rupture, mais ça se discute, hein, je dirais bien entendu. Si je vois cette relation avec l'identité, la temporalité, bon, j'ai un auteur que j'aime bien, c'est Zygmunt Bauman. On voit bien que l'identité, c'est un processus toujours en devenir, hein. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du faire, on va vers une identité, que de l'être en lui-même, hein. Je suis moins ontologique. Et les formes de continuité et de discontinuité, en fait, assurent un projet, assurent un futur possible, notamment dans sa réalisation professionnelle, mais aussi dans sa réalisation personnelle. Voilà. Et là, je vais laisser la parole à Thierry. Alors, la richesse et la variété des contenus des articles qui nous sont parvenus à la suite de l'appel à contribution nous a permis de produire des nouvelles données de recherche sur ces thèmes. Alors, notre objectif a été de comprendre en profondeur quelle était la nature des espaces et les temps repérables qui se manifestent sous forme de discontinuité et continuité dans les différents champs analysés, celui éducatif, des processus professionnels. L'argumentaire du dossier de la revue a rassemblé un ensemble de recherches dans les champs de la francophonie, de l'éducation, de la formation, avec des questionnements qui étaient la pertinence entre la dialectique temps long, temps court dans les enjeux contemporains éducatifs, formatifs et du travail, la définition des formes de continuité et de discontinuité temporelle, la précision des espaces temporels alternant temps long, temps court, et les différentes formes de continuité et discontinuité, et enfin l'exploration de la brisure des temps entre le passé et le nouveau futur, c'est-à-dire l'abandon d'apprentissage hérité du passé et de nouvelles formes d'apprentissage hybrides encore incertaines et des pratiques professionnelles en émergence. Donc, le corpus d'analyse ne s'est pas construit sur l'ensemble des articles recueillis à la suite de l'appel à publication de la revue, mais on a sélectionné les articles à la fin d'un premier processus d'évaluation, d'une première révision pour le numéro. Et il s'agit de 16 articles qui sont, c'est l'échantillon de ces articles qui sont plus de numéros de la revue savante, qui sont 11 qui sera publié. Et, et donc, ces articles sélectionnés constituent une forme d'échantillon, une forme de short literature review, on peut le définir comme ça, pour développer une réflexion plus actuelle sur la question des temporalités dans le champ de notre intérêt. Et en effet, ces textes sont variés par rapport à la perspective de développement du sujet, mais ils constituent un corpus unifié et cohérent des recherches qui rassemble et questionne la continuité et la discontinuité de ces différentes articulations par rapport au questionnement que je vous ai présenté. Et donc, à partir d'une approche qualitative, une méthodologie spécifique a été mise en place pour identifier et analyser dans ces corpus de données des patterns significatifs et récurrents. La méthode d'analyse a été l'analyse thématique, a permis de reconnaître une série de thèmes qui reflètent de façon correcte et appropriée les données à fur et à mesure de l'approfondissement de l'analyse. Les chercheurs, dans ces cas, sont les deux coordinateurs du numéro, ont identifié et validé ces thèmes. L'analyse thématique s'est construite par une approche inductive afin de permettre l'émergence des thèmes à partir des articles produits, c'est-à-dire data-driven approach. Et ces thèmes ont été définis en fonction de la littérature scientifique existante dans les domaines. Et donc, je vous disais, l'échantillon est plus large de celui qui a été retenu pour la revue et il s'agit de 16 articles qui sont issus de la francophonie et les auteurs sont principalement des chercheurs dans des universités ou dans des organismes de recherche. La méthode d'analyse a été, comme je vous disais, l'analyse thématique. C'est une analyse réflexive sur les données qui a suivi les 6 phases
que Brown et Clark ont proposé. Donc, familiarisation avec les données, avant avec les tests, puis avec les données, la génération initiale des codes, la recherche des thèmes à partir de ces codes créés, une révision des thèmes qui a été plus définie et mis en relation avec la littérature scientifique et puis les rapports finaux. On a utilisé le software MaxQDA pour faire cette analyse des données dans les différentes phases et avec une sélection de verbatim qu'on a exploré. Et ces codes ont été donc rassemblés et nous ont donné quatre sous-thèmes qui ont été jugés significatifs en tant que principaux domaines qui fournissent une synthèse fiable de la variété des concepts et des questions discutées par les auteurs. On va voir donc, les premiers thèmes s'agissent à propos des discontinuités temporelles sédimentées dans les processus de professionnalisation et de formation. Alors, ces sous-thèmes, ces thèmes regroupent, comme vous voyez, quatre sous-thèmes qui mettent en évidence la coexistence problématique de temps longs et de temps courts inscrits dans les processus de professionnalisation, ce que soit en formation initiale et en formation continue. Les conflits temps long, temps court se visibilisent dans le parcours éducatif et professionnel de plus en plus hétérogène, où les continuités et les discontinuités dans le cycle de la vie privée ou de la vie professionnelle participent à la construction de nouveaux espaces de professionnalisation ou des relations. Différents parcours de formation qui concernent cadre éducatif en transition professionnelle, éducateurs spécialisés, enseignants, bénévoles, personnes qui travaillent dans les centres sociaux, entrepreneurs, personnel à la prise de charge des personnes âgées. Et tous ces parcours de formation, tous ces différents destinataires se retrouvent dans la difficulté transversale et commune à gérer la simultanéité des temps pluriels et accélérés de la formation, et aussi la coexistence des temps longs et temps courts dans la professionnalisation, comme nous a introduit Pascal avant. Une variété de temporalités est signalée en tant qu'élément caractérisant surtout les métiers et les figures dédiées à autrui. On a donné des étiquettes à ces temps et on l'a défini des temps multiples, imprévus, hétérogènes, inédites, forcés. Et en tout cas, la gestion de ces temporalités complexes est jugée par tous les auteurs problématique, quel que soit l'article, quel que soit le point de vue ou l'approche par laquelle ils ont écrit leur position. Les tensions concernent plus particulièrement l'appropriation temporelle du rôle professionnel, parce que l'antinomie des temporalités et des discontinuités vont engendrer une contradiction entre l'expérience immédiate qui est demandée dans le rôle professionnel et la nécessité d'une posture réflexive, mais aussi entre l'histoire du passé de la profession et les perspectives futures de l'évolution rapide des métiers. Et plus encore, le fait de, comme dit un auteur, le fait de prendre et apprendre dans le même temps un rôle professionnel. L'impact de l'articulation des temporalités est aussi manifeste dans les formes de transition professionnelle sous forme de discontinuités multiples et instables à coordonner. Et donc, c'est un conflit qui est généré par cette tension qui peut être interprétée comme des configurations temporelles qui expliquent la complexité actuelle des temporalités. Le second thème concerne les dynamiques identitaires et professionnelles à l'épreuve des temporalités. Pardon, j'ai un problème avec la... Excusez-moi. Excusez-moi, c'était un problème avec l'ordinateur. Le second thème porte sur les effets des multiples contraintes temporelles et dans le rapport avec l'identité professionnelle. Il s'agit, surtout par ce qui concerne les éducateurs professionnels, d'une vraie propre crise temporelle entre transformation bureaucratique et managérialisation de leur travail, et qui s'inscrivent dans des logiques temporelles suivies
par rapport aux normes institutionnelles, par rapport au système de valeurs. Et les tensions temporelles sont enregistrées par rapport à la pratique des métiers, et on voit une contradiction, par exemple, ou une tension entre professionnalisation, socialisation, parcours de carrière, et surtout dans l'appropriation temporelle des formes professionnelles, parce que les temps sont temps pour l'adaptation, la résistance et l'empêchement. Ces dilemmes se retrouvent aussi dans les processus de transformation dans un contexte, par exemple, qui concerne le bénévole qui opère dans des centres sociaux, mais aussi dans un contexte entrepreneurial sous forme de pression temporelle continue, manque de temps pour se former, pour réfléchir, pour dialoguer, pour produire qui est proposé. Et donc, ces processus relèvent d'antinomies, des ruptures, des contradictions, difficilement conciliable entre modèles théoriques, dimensions historiques et pratiques expérientielles des professions. Le troisième thème, c'est un thème très riche, qui, comme vous voyez, a beaucoup de sous-thèmes et qui porte sur les paradoxes des temps multiples, contradictoires et de simultanéité. Et on a examiné donc les conflits temporels vis-à-vis des auteurs, des organisations et aussi au niveau des institutions. Il s'agit de temporalités dissonantes qui sont repérées dans tous les domaines concernés. Temps artificiels et temps de la nature, temporalité harmonisée, temporalité vécue, temporalité du récit, du projet, de l'utopie, mais aussi de la subjectivité, de l'urgence, temps fort, temps court, temps long, temps accéléré. Donc, de nombreuses qualifications découvrent les efforts de maîtriser les temps multiples et contradictoires par une mise en sens. C'est ça les points. La nécessité de qualifier et de mettre au sens les paradoxes de temps multiples et surtout l'hybridité du rapport espace-temps. On a trouvé ces concepts très forts, c'est le concept des négociations chronotypiques qui se retrouvent comme traits qui s'inscrivent dans toutes les pratiques éducatives, formatives, professionnelles, d'apprentissage, du travail, des recherches. Sur ces thèmes, on a aussi ces deux sous-thèmes, c'est-à-dire l'explication et la description des continuités, considérées comme essentielles pour interpréter la vie personnelle, la formation et les rôles professionnels contre l'aliénation. C'est ça les dangers plus grands qui est vécu par les auteurs. Et donc, ces différentes temporalités portent un questionnement sur l'efficacité et la validité des modèles pédagogiques et des formations, qui demandent en temps long des réflexivités, des changements et des projections vers le futur, mais exigent aussi en temps court des performativités immédiates. Et ça, c'est une question qu'on a après approfondie. Enfin, on arrive au quatrième thème, c'est-à-dire l'impact et les conséquences des temporalités, et qui porte en effet sur des niveaux et différentes modalités d'hybridation. En effet, l'impact de la temporalité de ces formes qui les articles notifient comme éléments structurants dans les domaines social et éducatif de la formation. Excusez-moi. Okay. Montre que l'impact est total sur les processus de formation, sur les changements des organisations, sur la logique des organisations, sur les modalités de travail, sur la vie des personnes et aussi sur leur positionnement dans la vie et dans la carrière. La dimension linéaire du temps est tout à fait disparue sous forme des métissages des formes et des modalités, des temps, d'espace, des relations et des communications. En effet, l'impact porte sur la cohabitation et la perméabilité des dimensions temporelles multiples dans les rôles professionnels et dans la vie quotidienne. Cet effet d'accélération et souvent de confusion n'est pas toujours perçu comme positif et comme facilitant. La disparition des temps longs de la réflexivité, la compression du temps dans les virtuels et la dimension du futur comme possibilité d'ouverture à l'imprévu, les contre-coups des modalités d'articulation du quotidien et du moi se manifestent comme discontinuité, nourrissant les dichotomies, les ambivalences et les métissages. Et donc, en réfléchissant sur ces 4 thèmes et sur les sous-thèmes qui sont sortis, on s'est demandé
de comprendre quelle est et quelle peut être, en quelle mesure, la, euh, la base théorique et la base épistémologique de la discussion et de l'argumentation menée par les auteurs pour mener ce thème, mener pour décrire ces quatre grands thèmes dans lesquels les articles se sont regroupés. Et alors, pour faire ça, on a recueilli toutes les bibliographies des articles pour un numéro total de 287 références. Et on peut dire que chaque test a eu en bibliographie un moyen de 18 tests et un minimum de 10. Et après avoir recueilli toutes ces références, on a essayé de voir quels sont les auteurs qui ont eu plus de citations, c'est-à-dire les références les plus fondamentales pour la question de la temporalité, mais aussi pour la question de l'urgence, de l'impact, des conséquences de la temporalité et des paradoxes des temps multiples, mais aussi pour la question des dynamiques identitaires et des discontinuités temporelles. Et alors, on a retenu les auteurs mentionnés au moins 2 fois dans les bibliographies. Et il ne s'agit pas d'une analyse statistique des données, car à partir des fréquences, des simples fréquences, on a cherché des données qui pouvaient nous aider à comprendre quelle est la base théorique et méthodologique qui soutient ces 4 thèmes qu'on a fait émerger. Et comme vous les voyez ici dans cette table, on a découvert qu'il y a 109 citations récurrentes d'un minimum de 2 à un maximum de 17 citations. Et en effet, il y a à peu près 33 auteurs qui constituent la base de toute cette référence. On peut dire qu'on a à peu près un tiers des références uniques focalisées sur des auteurs les plus importants. Dans les autres cas, dans les 2 tiers des références, il s'articule de références qui sont très spécifiques par rapport à l'article, au sujet de l'article ou à la méthodologie de recherche positionnée dans cet article. Et, et comme vous les voyez ici, il y a des références très, très hétérogènes. Vous voyez ici, il y a Flower plutôt que Brodel à seconde de l'article. Parfois, c'est les mêmes livres d'un auteur, comme le cas d'Aubert, qui est cité et mentionné 3 fois. Parfois, c'est un même auteur, comme le cas d'Aladef Jones, qui est cité avec des publications différentes. Peut-être que pour l'urgence de répondre à l'appel des contributions, chaque auteur a privilégié la personnelle perspective ou la personnelle thématique de recherche de chaque auteur. C'est ça peut-être qu'il y a très peu des auteurs de références et très peu, on peut dire, de références partagées. En tout cas, la forme des textes demandés, c'est un article plutôt qu'un chapitre d'un ouvrage, peut-être à focaliser l'attention des contributeurs sur les problématiques urgentes de gestion des temporalités plutôt que sur l'urgence d'un approfondissement théorique. Mais si nous allons approfondir, on voit qu'en effet, si on va éliminer de ces 109 citations les livres et les articles qui ne sont pas spécifiquement pertinentes ou exclusives par rapport à la question des temporalités, par exemple, Schoen, les praticiens réflexifs qu'on trouve dans l'autre table, on voit qu'on reste avec 2 auteurs distinctifs, et c'est-à-dire avec 48 citations sur 287 qu'on a vu dans la table précédente. Et il faudrait faire aussi une remarque sur les genres des auteurs, mais on n'a pas approfondi ces aspects. On peut dire alors qu'il y a dans ces articles 2 auteurs qui constituent les modèles théoriques récurrents, surtout dans une perspective sociologique et des sciences de l'éducation.
Ces auteurs et ces modèles épistémologiques, on peut dire, s'inscrivent dans la littérature de la francophonie, parce qu'il y a très peu d'auteurs au dehors de la francophonie, et ils se sont plus répandus comme des modèles courants dans la littérature scientifique du sujet. Donc, on peut dire que ces deux auteurs offrent la possibilité soit d'expliquer aux auteurs les théories, soit de mieux saisir ou de décrire les pratiques formatives et les variations dans les rôles professionnels. Après, on a vérifié, les voiliers ici, dans cette table, que dans ces 287 références, il y a vraiment très peu de classiques. Et très peu de classiques ont été convoqués comme base théorique des discours et des analyses. Et donc, il y a seulement 16 livres qu'on a définis avec Pascal classiques, des philo, des sociaux et d'éducation, d'histoire et des psychos qui ont été convoqués comme base de ces articles. Et les numéros s'est réduit encore, vous les voyez en rouge, si on va prendre en considération les classiques spécifiquement consacrés à la question de la temporalité et du temps. Et ces données nous confirment l'idée que la forme du test et la focalisation sur les contextes et sur l'urgence des temporalités, des 4 thèmes émergés, a poussé les auteurs à analyser la question et les pratiques plutôt qu'approfondir les théories. En tout cas, les auteurs n'ont pas utilisé les recours aux classiques parce que dans les articles considérés, on a vu dans le même temps qu'il n'y a pas eu la proposition de nouvelles modélisations innovatives, peut-être à l'exception d'un article en didactique de la temporalité dans le virtuel. Et cela confirme la tenue et la possibilité d'une articulation flexible de ces 12 modèles, de ces 12 auteurs qui sont considérés comme base pour la réflexion. Et donc, pour terminer, on peut dire que la nécessité d'un approfondissement épistémologique ou théorique sur les temporalités est peu considérée par rapport à l'urgence et par rapport à l'objectif de ces articles de faire une photographie actuelle des tensions et des ambivalences qui caractérisent les sphères éducatives, formatives et temporelles et professionnelles par rapport à la temporalité. Et donc, la conflictualité tant longue et tant courte s'inscrit dans le parcours formatif et professionnel de plus en plus hétérogène et les continuités dans le cycle de la vie professionnelle et privée participent à la construction de nouveaux espaces de professionnalisation et de réalisation. Et donc, les frottements engendrés par les tensions entre courte et longue durée peuvent s'interpréter comme des configurations temporelles explicitant la complexité des constructions des activités formatives et professionnelles. Oui, je, je reviens. Je vais terminer. Donc, on a essayé en peu de temps, en durée moyenne, de vous exposer un peu à la fois ce que l'on a travaillé depuis 2 ans et puis l'analyse, hein, bien entendu, qu'on peut faire aussi avec l'ensemble de ces articles et contributions. Ce que l'on peut dire sur le contenu, mais Chiara a bien expliqué cela, c'est vraiment les contradictions, hein, qu'on peut retrouver dans l'ensemble des contributions entre des visions longues, hein, voilà, autour de la professionnalisation, de la carrière professionnelle, de l'autonomie dans son activité professionnelle, ou plutôt de la recherche de l'autonomie dans son activité professionnelle, et puis des temporalités courtes liées à des impératifs qui serait plutôt de l'ordre soit du programme, hein, quand on regarde ça, de référentiel par exemple, hein, de formation, ou encore je dirais, des impératifs liés à l'organisation elle-même.
c'est-à-dire le fait qu'il faut, par exemple, on voit ça, je pense, à travers les activités des éducateurs spécialisés, se justifier son activité, laisser des traces d'activité écrites, hein. Donc, on voit ces contradictions, je pense, dans l'ensemble des articles de notre dossier. Première conséquence, donc, on voit bien ça dans l'organisation, je pense aussi dans les activités de médiation. L'augmentation du temps des professionnels consacrés. Alors, on a une catégorie large, hein, les tâches administratives, hein, c'est-à-dire c'est l'organisation de son activité, mais répondre aussi aux injonctions institutionnelles sur ce qu'on appelle la preuve. Voilà, il faut prouver ce que l'on fait. Seconde conséquence, des transformations d'identité professionnelle qui se font au cours de la vie professionnelle. Donc là, ça peut être le modèle classique de l'évolution professionnelle, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de transitions, de changements aussi de métier et de ruptures dans ce que l'on pouvait, notamment, on regarde ça quand on regarde des jeunes professionnels, rupture entre le modèle un peu de formation, ce qui a été appris à l'école, et le modèle professionnel, c'est-à-dire la confrontation à une réalité où les valeurs qu'on avait développées lors de la formation sont un peu mises, je dirais, en décalage avec la réalité du terrain et des pratiques professionnelles. Alors, bien entendu, ça, on peut le voir sur plusieurs générations de professionnels. Donc, pression temporelle. Cette pression temporelle s'exerce par l'institution, mais aussi par l'individu lui-même auprès de, je dirais, de ses collègues, mais aussi par rapport à sa réflexivité. Voilà, comment faire, hein, comment trouver de l'autonomie dans ce qu'on peut envisager pour un épanouissement ou un développement professionnel. Le sens des pratiques en formation, ça veut dire que, bon, en fait, lorsque je me réfère à une activité, quel est le sens que je donne dans le moment présent à cette activité elle-même? J'accompagne des usagers, j'accompagne, voilà, des patients. Qu'est-ce que cela veut dire? Et la variation des rôles professionnels, on a vu ça aussi, c'est que, bien entendu, les rôles professionnels peuvent toujours être interprétés de manière différente, mais selon les situations, selon aussi les cycles de carrière professionnelle, ces rôles sont de nature différente. Et enfin, l'analyse un petit peu qu'on a fait notamment sur les références bibliographiques utilisées par les auteurs, on voit bien que les contributions portent plus sur ces problématiques de gestion temporelle, voilà, c'est de comprendre ça, que sur une réflexion sur plus épistémologique sur les modèles d'analyse temporelle qui pourraient être utilisés. Je pense que j'ai terminé. Voilà, nos références. Il y en a d'autres, hein, pas de souci. Merci.